Donc ce soir, c'est la première conférence du Gnome. Donc bon, vous avez eu vent des changements qui ont eu lieu, pardon, entre, comment ça s'appelle, entre le présentiel et donc maintenant, ce soir, on est sur Zoom. Nous avons la chance d'avoir France Nature Environnement qui est avec nous et donc Lydie qui va vous présenter entre autres le programme Sentinelle de la nature. Je vais y arriver. Eh bien, bonsoir. Merci de m'avoir invitée. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc je ne sais pas déjà si vous êtes tous membres du GNOME ou si vous participez à la conférence comme ça. Mais en fait, sachez que l'association GNOME est adhérente à FNE. Donc, en fait, vous êtes tous des petits hérissons de FNE sans le savoir. Languedoc-Roussillon, donc département Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard et Lozère. Et donc, on regroupe, il y a une trentaine d'associations qui adhèrent en direct. Et parmi ces assos, il y a des fédérations. Donc, en fait, en tout, on représente quasiment 70 assos, plus de 4000 personnes à peu près. Et on travaille sur toutes les thématiques. Et notamment, notre boulot, c'est de faire monter en compétence nos adhérents, notamment nos associations adhérentes, et de les accompagner techniquement, juridiquement et médiatiquement. Et là, ce que je vais vous présenter ce soir, en fait, c'est un projet dans lequel on s'est lancé en mai 2019 qui s'appelle le projet Sentinelle de la nature, qui est un projet qui émane de notre mouvement parce que nous-mêmes, nous sommes une fédération à l'échelle Languedoc-Roussillon, mais on fait partie de la grande fédé du principal réseau des associations de protection de l'environnement de France, qui est France Nature Environnement. Voilà, et oui, alors moi je suis donc chargée de mission à France Nature Environnement Languedoc-Roussillon depuis mars 2019, mais avant ça j'étais déjà dans le mouvement FNE depuis 2010 à Lyon. Et j'ai vu la naissance en fait de ce projet des Sentinelles de l'environnement que je vais vous présenter là. Pour info, alors je ne suis ni juriste, ni naturaliste. Donc moi, je vous fais une présentation en tant qu'animatrice de réseau, animatrice de la démarche Sentinelle. Mais voilà, ce n'est pas une présentation hyper technique, des enjeux naturalistes qu'on va rencontrer. Là-dessus, certains d'entre vous sont sûrement meilleurs que moi. Donc voilà, c'est pour vous présenter notre projet qui est un projet participatif et donc qui peut aussi être votre projet. Voilà, donc les Sentinelles de la nature, projet participatif destiné à tous. De quoi ça parle? En fait, donc c'est une interface cartographique qui a été vraiment développée par le mouvement FNE. Ça permet de signaler et de localiser les atteintes à l'environnement, les initiatives positives. Je vous disais, les territoires en rouge, c'est là où c'est ouvert. Puisqu'il faut qu'il y ait une asso de FNE qui dise derrière, moi, je veux bien porter le projet et traiter les signalements. C'est pour ça que ce n'est pas ouvert partout en France. L'objectif, c'est de dynamiser la mobilisation des citoyens et des assos, d'améliorer la prévention et la résorption des atteintes, de valoriser et de favoriser les initiatives favorables à l'environnement, et puis d'harmoniser, de mutualiser, de faciliter tout ce qui est échange au sein du mouvement de FNE, puisque voilà, c'est un projet quand même fédérateur commun à toutes ces fédérations de France. Donc voilà. En fait, le principe, c'est qu'à la base, c'était pas structuré. Disons que les citoyens, ils vont être confrontés à un problème environnemental. Je parle des problèmes parce qu'à la base, c'est à cause des atteintes qu'on a créé ce truc-là. C'est pas pour valoriser les initiatives. Valoriser les initiatives, c'est pour montrer qu'on n'est pas toujours à dénoncer ce qui ne va pas. On peut aussi valoriser ce qui va bien. Voilà. Et puis, c'est bien pour les personnes qui financent notre projet de leur dire oui, on n'est pas juste à essayer de chercher du contentieux, on fait des trucs sympas aussi. Mais à la base, c'est pour répondre à un besoin des citoyens qui sont confrontés à des problèmes environnementaux et qu'en fait, ils ne savent jamais à qui s'adresser. Enfin, très souvent, ils se sentent impuissants, ils vont chercher et en fait, en cherchant, ils tombent sur les assos. Et depuis toujours, en fait, on a des coups de fil, on a des mails qui nous disent il y a un souci, il y a un projet d'aménagement, il y a une décharge, il y a une pollution. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Qui est-ce qu'il faut que je contacte? Donc, pour structurer ça, en fait, en Rhône-Alpes, on avait commencé à faire des petites fiches papier. Donc moi, quand j'ai commencé à être salariée à Lyon en 2010, on avait des petites fiches papier et on demandait aux gens de nous renseigner la fiche papier.
Et puis au bout d'un moment, bon, on a vu le bout des fiches papier. Hein. On a commencé, même si on est une asso environnement, on s'est dit, bon, il est temps de se moderniser. Et on a créé cet outil. Je crois que ça s'est fait en 2000... peut-être en Rhône-Alpes, ça s'est ouvert en 2016-2017, je ne sais même plus. En tout cas, je sais que quand j'étais salariée là-bas, on l'avait déjà utilisé ce truc-là. Et là, c'est la version 2. Et en fait, c'est parti de Rhône-Alpes. Et le mouvement associatif national a dit, franchement, c'est une bonne initiative. Donc, on en fait un outil national et on le propose à toutes nos fédés. Et donc là, maintenant, c'est ce que je vous ai présenté, là, la carte qui est ouverte dans quand même pas mal de régions de France. Et donc, c'est un site web et une application. Donc, je vous ai mis le lien vers le site web. L'appli, vous la trouvez sur Google Play ou Google Store ou je ne sais pas trop quoi, là, enfin, tous les trucs d'application. Le principe, c'est qu'il faut créer un compte. On ne prend pas de signalement anonyme. Nous, c'est très important que derrière, on puisse échanger avec la personne, qu'on puisse demander plus d'infos, choses comme ça. Par contre, parfois, la personne qui va nous signaler, elle n'a pas envie que son identité soit dévoilée. Là, puisqu'on en fait, on publie sur le site internet des signalements, à aucun moment on va publier l'identité de la personne. Si on est amené à faire des démarches auprès de la préfecture, auprès de la commune, auprès des services de l'État, on ne va pas communiquer le nom de la personne, sauf si elle a envie d'être connue et reconnue. Voilà. Pour l'application, alors je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà utilisé. Je veux bien d'ailleurs vos retours dans le chat s'il y en a qui utilisent le site ou l'appli qui nous disent. L'appli, elle n'est pas très bien notée, donc ça peut être un petit peu... ça peut dissuader, on s'est rendu compte de ça, hein, on n'est pas hyper bien noté. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous téléchargez l'appli et ensuite, seulement vous pouvez faire un signalement. Et en fait, il y a des personnes qui avaient téléchargé l'appli sur des territoires qui n'étaient pas ouverts. Et donc, ils râlent, ils disent, vous m'avez fait télécharger un truc, vous me faites croire que je peux, et en fait, je ne peux pas. Donc ça met direct un zéro, et ça fait chuter notre note assez rapidement. De la même façon, en fonction des fédérations, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même façon de fonctionner. Et donc, il y a parfois des signalements qui restent en souffrance. Donc, en fait, la note, elle est à l'échelle nationale. Et j'ose espérer que les utilisateurs du Languedoc-Roussillon sont à peu près satisfaits. C'est pour ça que je vous dis, si vous utilisez, je veux bien vos retours. Voilà. Donc après, l'idée, c'est de... Donc là, vous avez le site. Ça a zappé de diapo, oui, c'est bon? C'est bon, ça marche. Ok. Le site consulter, vous pouvez voir ce qui est déjà publié. Et puis, vous avez un onglet signaler où là, vous pouvez signaler soit une atteinte, soit une initiative favorable. Il y a tout un formulaire à remplir. Là aussi, l'outil, on est en train de le rénover, de le simplifier, de le vulgariser parce qu'on demande vraiment beaucoup de choses en fait à la personne, de remplir plein de trucs, un formulaire, de cocher plein de choses et en fait on se rend compte que ça c'est pas très utile et ça perd le citoyen, donc c'est pas une bonne chose, on va améliorer ça. Mais l'idée c'est que ça aille, on signale, on remplit un formulaire. Le mieux c'est d'avoir de géolocaliser, donc si c'est avec l'appli on prend la photo, on est géolocalisé. Si c'est sur l'ordinateur, il faut bien positionner son point. Donc ça c'est le truc important pour nous, c'est que le signalement soit bien localisé. Si on n'est pas sûr, on nous met le plus d'informations possible. Si on n'arrive pas à le localiser sur la carte, mais qu'on a les coordonnées GPS, le nom de la parcelle, on peut tout nous mettre. Décrire le truc et si possible, avoir des photos. Voilà. Et donc là, depuis qu'on a ouvert le dispositif en mai 2019, on a quand même eu presque 800 atteintes qui nous ont été signalées. Et quasiment la moitié, ce sont des décharges sauvages. Donc entre ce qui est signalé et ce qui est publié, vous voyez, il y a une belle différence. On en a publié 385 parce que derrière, nous, on fait le tri quand même. Il y a des trucs qui relèvent pas de notre compétence. On va avoir pas mal de conflits de voisinage qui va nous être signalés. Quand on nous signale un canapé sur le trottoir de Montpellier, pour nous, c'est pas un truc qui rentre dans le champ d'action des sentinelles. Surtout qu'à Montpellier, il y a le ramassage des encombrants, donc voilà. Mais c'est quand même, il y a quand même une belle masse d'informations et il y a un de nos bénévoles aussi qui utilise cet outil pour faire sa veille environnementale. Donc en fait, il va nous signaler tous les projets, notamment modification de plan local d'urbanisme, projet de ZAC, les projets éoliens, projets photovoltaïques. Donc il n'y a pas clairement une atteinte, mais c'est des attentes en devenir en fait. Donc c'est juste pour commencer à être vigilant et à être informé. Et finalement, c'est aussi là-dessus que c'est très important notre action dans le cadre de Sentinelle, c'est qu'on soit informé en amont des projets pour pouvoir justement limiter les atteintes derrière.
Et puis, donc, côté initiative, ben là, vous voyez, c'est pas le gros du truc, mais on en a quand même quelques-unes. Donc, il y en a 104 qui nous ont été signalées depuis le début. On ne les a pas toutes publiées. Là, c'est pareil, il y a des choses où nous, on considère qu'une entreprise qui bosse dans l'environnement, mais c'est son métier, quoi. Elle gagne des thunes avec et ok, c'est une entreprise éco-responsable, mais nous, c'est pas notre rôle en tant qu'association de valoriser sur notre outil. Donc, il y a des lignes politiques en fait derrière tout ça, je vais vous en parler après. Sur les initiatives qui sont publiées, les cibles que j'utilise, DS, c'est décharges sauvages et PV, c'est panneaux photovoltaïques. Donc, on a beaucoup de panneaux photovoltaïques qu'on va mettre en initiative et je vous expliquerai après comment on travaille sur cette thématique. Voilà, donc comme je vous disais, c'est quand même la grande majorité, ce sont les atteintes. Et parmi les atteintes, on a la moitié, c'est les décharges sauvages. Ça nous occupe pas mal. En 2019, donc on a ouvert l'outil, on a lancé le site, l'appli, et donc on a communiqué, on a fait une petite vidéo. On voit. C'est quoi Sentinelle de la Nature? Sentinelle de la Nature, c'est un site et une application qui permettent de signaler les atteintes à l'environnement ou au contraire des initiatives positives. Et ça existe depuis quand? Ça existe déjà dans certaines régions de France, mais ça a été ouvert en 2019 à toute l'Occitanie. Et comment ça marche? Si tu constates une atteinte à l'environnement ou si tu as connaissance d'une initiative favorable à l'environnement, il faut d'abord que tu t'identifies sur le portail ou avec l'appli. C'est pas anonyme? Alors non, c'est pas anonyme, mais ton identité reste confidentielle. Et après? Après, tu fais une description avec un maximum de détails et des photos. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Sentinelle de la Nature, c'est pas juste une carte. Derrière l'écran, il y a FNE, la Fédération des associations de protection de la nature. Tous les signalements sont analysés et vérifiés. Et il y a des militants qui cherchent la meilleure réponse à apporter. Et tout ça, ça sert à quoi? Notre objectif, c'est d'abord de partager l'info, d'être au courant parce qu'on ne peut pas avoir les yeux partout. Et c'est aussi d'aider les gens, leur faire profiter de l'expérience de notre réseau. Et quand on peut, c'est aussi d'intervenir directement pour faire cesser les atteintes. Et vous valorisez aussi les bonnes initiatives. Oui, l'idée, c'est aussi de partager les bonnes expériences pour construire un horizon positif. Au final, Sentinelle de la Nature, c'est un outil pour les gens qui s'intéressent à ce qui se passe autour de chez eux et qui veulent agir, mais en étant accompagnés. Rejoins-nous. On a fait des sorties, on a proposé en fait à ceux qui souhaitaient de venir avec nous, donc découvrir une initiative positive qui était la renaturalisation du Vistre dans le Gard. Et puis, on a aussi organisé un temps d'échange avec un agent de l'OFB pour qu'il nous présente un petit peu quel était son métier, en plus avec tous les changements là, de fusion, machin, un petit peu quelles étaient encore leurs compétences et qu'est-ce qu'ils pouvaient encore faire, notamment sur les thématiques de milieu aquatique. Et donc, en fait, d'échanger avec lui et avec nos adhérents et nos sentinelles pour voir quelles étaient les atteintes au milieu aquatique qu'on pouvait faire remonter et comment les faire remonter au mieux pour que derrière, il puisse y avoir en fait un suivi et que l'OFB puisse aussi être saisi et vraiment qu'on puisse agir efficacement. Voilà. Et j'y vais venir après. On a vraiment travaillé aussi pour que les signalements qu'on reçoit soient traités selon une stratégie politique qui est vraiment portée par l'association. Derrière, en fait, on a des bénévoles, on a les élus de l'association qui portent le projet et qui décident un petit peu de ce qu'on fait, quels signalements vont être portés par notre asso, comment on les traite, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, vous me suivez? Oui, c'est bon. Ok. En 2020, on s'est dit qu'on allait, vu qu'on a énormément de signalements sur les décharges sauvages, qu'on allait faire une action là-dessus, donc je vais y venir après. On a en projet là, cette année de faire un film sur l'escalade et la biodiversité des falaises. Donc en fait, là, c'est une initiative positive. Si vous voulez, c'est un site d'escalade. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des grimpeurs. Le site d'escalade à Claré, qui va être déséquipé en fait pour des enjeux biodiversité. Et donc, l'idée, c'est de valoriser cette initiative avec les grimpeurs. On fait ça avec la fédération d'escalade pour parler des enjeux biodiversité, de l'historique, un petit peu pourquoi cette falaise, pourquoi elle a été équipée, pourquoi est-ce qu'on la déséquipe. Et donc, voilà, je pense que c'est un beau projet. On vous fera passer, on fera en sorte que ça diffuse sur les réseaux sociaux
vous puissiez l'avoir. On organisait donc des temps d'échange. Enfin, on en organisait un pour parler des zones de non-traitement autour des milieux aquatiques. Donc là aussi, c'est pareil, c'est de dire à notre réseau associatif, en fait, voilà, qu'est-ce que dit la réglementation. Pas d'usage de pesticides à proximité des cours d'eau. Et comment vous pouvez constater ça, à quelle période de l'année, comment le constater et comment nous le faire remonter. Donc là aussi, c'est une formation qu'on peut très bien refaire à la demande. Et puis, on va faire une formation sur les enjeux mer et littoral aussi. Et on a tout un axe autour de la pollution lumineuse. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on traite les signalements? Parce que je vous ai dit, ce n'est pas juste un outil de sciences participatives. Donc, vous créez votre compte, vous remplissez le formulaire en ligne, vous l'envoyez. Ça arrive dans ma boîte mail. Et en fait, nous, salariés ou stagiaires, on va recueillir les infos, faire un tri, on va commencer à pré-traiter les signalements, on va demander des compléments d'infos si ce n'est pas complet. Et puis, il y a certains dossiers qu'on va pouvoir gérer en direct. Et sinon, on fait passer tous les signalements qui sont nécessaires devant un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage, en fait, c'est une vingtaine de bénévoles qui vont avoir des connaissances techniques ou territoriales. On va avoir des gens qui vont être présents dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude, l'Hérault, le Gard, la Lozère, mais en fait, on n'a quasiment aucun signalement qui nous vient de Lozère. Donc, en général, notre membre du comité de pilotage lozérois ne participe pas forcément. Voilà, on se réunit par téléphone au moins environ une fois par mois. C'est une réunion téléphonique qui dure une bonne matinée à chaque fois. Donc les bénévoles, ils sont bien motivés. Et oui, parmi les compétences techniques, voilà, on a des naturalistes, on a des gens qui vont être plus compétents sur l'eau et les milieux aquatiques, d'autres sur les énergies, d'autres sur les déchets. Donc c'est vraiment une richesse de bénévoles qui vont se rendre disponibles une fois par mois pour décider des suites qu'on donne au signalement qu'on reçoit. Et puis, il y a certains de ces bénévoles qui vont dire, moi, ce signalement, c'est une thématique qui m'intéresse, ou ce signalement, il est sur mon territoire, donc je vais m'en occuper directement. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Pour les décharges sauvages, on a une stratégie particulière parce qu'on ne peut pas gérer, on reçoit quasiment un signalement par jour de décharges sauvages. On ne peut pas, à chaque fois qu'on reçoit un dépôt, faire une lettre au maire et le relancer ou aller organiser un chantier de ramassage. On ne peut pas. Donc, clairement, si vous nous signalez une décharge sauvage, ne vous attendez pas à ce que moi, avec mes petits bras, j'aille ramasser les déchets ou que je fasse une lettre à tous les maires du Languedoc-Roussillon. La stratégie qui a été décidée collectivement et politiquement par France Nature Environnement, par le comité de pilotage, c'est de dire on va publier. Donc on donne une visibilité médiatique, si vous voulez, on va publier le signalement si il est bien localisé et si on a une photo. Et ensuite, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne la sentinelle. L'idée aussi, c'est de dire, en fait, tu nous as signalé un truc, maintenant, sois acteur un petit peu. Donc, on te donne les billes, on envoie un mail type où on dit à la personne, voilà, nous, on ne va pas faire d'action, on ne va pas écrire au maire. Par contre, voilà un courrier type qu'on t'invite à envoyer à ta collectivité. Voilà un guide qui explique c'est quoi une décharge sauvage, qu'est-ce qu'est une décharge sauvage, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui est compétent, qu'est-ce qu'on peut faire, que dit la réglementation. On renvoie vers un outil, une boîte à outils qui a été mise en place par les services de l'État justement pour bien communiquer sur ce problème des décharges sauvages. Donc il y a des billes aussi là-dedans. Voilà, enfin, on donne les infos pour que la sentinelle s'autonomise. Donc je vous ai dit, nous, on ne va pas faire de traitement individuel, sauf cas particulier. Il y a vraiment des décharges sauvages énormes, ou alors quand on va être à la limite entre décharges sauvages ou décharges illégales. Alors je ne sais pas si c'est clair pour vous la différence, mais décharge sauvage, c'est vraiment, enfin pas décharge illégale du coup. Oui, si. Décharge sauvage, c'est un tas de déchets. Décharge illégale, c'est quand s'il va y avoir vraiment une activité de stockage, de gestion des déchets qui ne va pas être déclarée. Parce qu'une déchetterie, par exemple, ou une installation de stockage des déchets, c'est une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, il y a un dossier de demande, il y a des études d'impact, enfin, voilà, il y a une réglementation qui encadre ça. Si vous mettez dans un champ ou dans votre jardin, vous commencez à récupérer des déchets, à les trier, à les revendre, à les stocker, à les enfouir, c'est une activité illégale. Donc, c'est deux choses différentes. Et là, nous, quand on est sur l'activité illégale, on va peut-être plus s'en occuper.
C'est tout de suite une autre envergure, quoi. Voilà. Par contre, donc, ce qu'on a fait, nous, c'est une stratégie politique et médiatique qu'on a lancée cette année, c'est-à-dire qu'on a fait des communiqués de presse, on a écrit à tous les services qu'on pensait être compétents en matière de déchets pour leur demander un rendez-vous, justement, on leur présente un petit peu les infos qu'on avait et qu'on voit avec eux comment on pourrait travailler ensemble. Donc, on a envoyé à l'Association des maires de France, on a envoyé au conseil départemental, on a envoyé à la direction départementale des territoires et de la mer, on a envoyé à l'Observatoire régional des déchets, à l'ADEME, à la région, enfin voilà, on a bombardé de courriers, on a eu 2-3 réponses. On a fait un appel à mobilisation aussi dans le mouvement et puis même largement aux citoyens en leur disant on vous invite, en fait, même décharge sauvage ou pas décharge sauvage, on vous invite à interpeller vos maires pour leur dire qu'ils ont la compétence et qu'en fait, la réglementation a évolué il n'y a pas longtemps, ils peuvent vraiment sanctionner, c'est un peu plus dissuasif, quoi. Donc, en fait, on a fait en sorte que nos bénévoles et nos militants fassent savoir aux maires qu'ils avaient des moyens d'action. Voilà. Sachant aussi qu'on est hyper conscient que les maires, ils n'ont pas forcément les moyens humains et financiers de pouvoir régler les problèmes, quoi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a demandé à rencontrer les acteurs au-dessus pour voir un petit peu comment aider, en fait, comment accompagner, qui pouvait aider et accompagner les collectivités. Bon, il se trouve que conseil départemental, il ne faut pas trop compter sur eux. Des DTM, on peut compter sur eux, mais que dans certains cas très particuliers et pas tout le temps. Là, je vous ai mis des photos assez frappantes, des belles décharges sauvages qu'on a, quoi. Donc, en bas à gauche, c'est à Latte. Ça a été nettoyé depuis. Là, les dépôts de pneus, je ne sais plus où c'est, mais ça, vous pouvez en avoir partout parce que les pneus, en fait, c'est la misère parce qu'en fait, il faut les ramener à des garagistes ou à les concessionnaires, mais en fait, ils reprennent votre pneu quand vous changez de pneu, mais si vous en avez plusieurs, ils ne reprennent pas. Et puis, quand c'est des dépôts comme ça, où on en a des dizaines au même endroit, on pense que c'est justement les professionnels qui récupèrent les pneus, qui ne s'encombrent pas de les traiter finalement derrière. Le dépôt là de bouteilles de gaz, je crois que c'est justement quelqu'un du Gnome l'an dernier qui nous l'a fait remonter. Ça, c'était à Cournon-Terral. Il y a les grilles de mon local qui se ferment automatiquement, si vous entendez le bruit derrière. Voilà, et puis un dépôt tout à droite, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, c'est des télés, des écrans, tout ça, c'est du déchet électrique, électronique. Lui, je ne sais plus où il est, je crois que c'est à Latte aussi. Et c'est dans un fossé, en gros, là, dès qu'il y a une pluie, l'eau, elle lessive tout ça et ça emmène tous les polluants qui vont avec, quoi. Donc ça, c'est des belles photos, mais on en a quand même, on en a pas mal des comme ça, hein, finalement. Voilà, donc nous, on arrive, on va voir les services de l'État, on leur présente ça. Mais bon, on va voir. Là, l'idée aussi, c'est qu'on va intervenir dans un colloque qui est organisé par l'Observatoire régional des déchets, où justement, c'est à destination des élus. Donc, on va réfléchir collectivement à voir c'est quoi les leviers, qu'est-ce qu'on constate, comment on travaille avec les élus. C'est intéressant aussi d'avoir leur retour d'expérience. Et nous, dans notre réseau, on a aussi des maires qui font partie de nos bénévoles et militants. Et donc, moi, j'ai demandé à une de nos militantes maire d'une petite commune qu'elle me fasse un retour d'expérience et qu'on valorise aussi ça parce qu'elle me dit, mais moi, j'ai des dépôts, mais ok, je fais comment? Donc, des fois, elle les ramasse toute seule, elle remplit la benne et puis après, pendant des mois, elle cherche la solution la moins onéreuse pour pouvoir évacuer ses pneus, par exemple. Et en fait, c'est vraiment l'enfer aussi pour les élus locaux. Donc, faut aussi se rendre compte de ça, quoi. Il y a un vrai enjeu quand même sur les décharges sauvages. Et puis en fait, c'est aussi, on nous remonte ça parce que aussi c'est le signalement le plus visuel et le plus facile. Il n'y a besoin d'aucune compétence pour savoir que c'est un problème. Voilà. Après, on a des signalements un peu plus pointus. Sur le thème de la pollution lumineuse, je vous ai dit que j'allais en développer un petit peu. Donc, on a des atteintes qui nous sont signalées. Alors, on utilise aussi ce site pour valoriser nos actions. Et donc, en février, on a déjà organisé un recensement des éclairages illégaux des commerces à Montpellier. Et on a recensé 350 commerces éclairés à Montpellier. Donc là, normalement, vous êtes avec moi sur la page de notre site internet qui s'appelle Les Ambassadeurs de la Nuit.
Et donc, en février, 350 enseignes qui ont été recensées. Alors, il faut que je reclique sur un lien. Est-ce que vous me suivez Oui, là c'est bon, ça marche bien. Ok. Donc, ça, c'est une carte qu'on a fait avec les recensements qu'on a fait. Donc, voilà, vous avez en bleu tout ce qui a été recensé. Et derrière, on a lancé une campagne de sensibilisation des commerçants. Voilà, donc, on est allé voir les commerçants pour leur expliquer, en toute bienveillance, de façon tout à fait... on essaie d'être productif et pas donneur de leçons, et de leur expliquer qu'en fait, c'est aussi une façon de faire des économies, pas seulement d'énergie, mais aussi financière. Donc, globalement, on n'est pas trop mal reçu. Et là, l'idée, c'était de refaire un passage là, en octobre, samedi prochain. Je ne sais pas si vous aviez vu passer l'info. Alors, je vais revenir sur ma présentation. Je ne sais pas si vous aviez vu passer l'info, mais on devait refaire ça à Montpellier, et notamment pour repasser voir les... Oui, voir s'il y a eu... repasser voir les commerces qu'on avait sensibilisés. Bon, il se trouve que couvre-feu fait qu'on ne va pas pouvoir. Donc, c'est pas grave, on n'organise pas un événement unique à Montpellier à 1h du matin. On invite tout le monde à nous faire remonter les commerces restés éclairés entre 1h et 7h du matin. Donc, si vous êtes en plein centre de Montpellier, comme Camille, vous pouvez vous lever tôt le matin et entre 6h et 7h, aller faire un tour là cette semaine pour nous faire remonter les commerces que vous voyez éclairés. Si vous êtes hors métropole et pas concerné par le couvre-feu, on vous invite tout au long de cette semaine à nous faire remonter 1, 2, 3, 10, 20, 40 signalements de commerces restés éclairés que vous pouvez être amené à voir. Donc, il y a un événement Facebook qui a été organisé. Sur notre site internet, vous avez les infos. En fait, il suffit de prendre une photo et de remplir un tableau où vous nous mettez le lieu, le nom de l'enseigne, la date de l'heure, a été prise la photo, et le numéro de la photo, et nous joindre en fait la photo. Nous, il nous faut photo à l'appui. Voilà. D'autres exemples d'atteinte, oui et non, mais à Montpellier, en fait, pendant le confinement, il y a tout qui est resté éclairé. L'éclairage public, l'éclairage des commerces, et donc il y a pas mal de personnes membres. On a un petit réseau en fait d'ambassadeurs de la nuit, de bénévoles autour de la pollution lumineuse, et en fait on a envoyé des messages à Montpellier sur un formulaire en ligne là, en leur disant mais pourquoi vous laissez éclairer, en fait c'est pas la peine. Et là on nous répond oui, en fait on fait on va pas éteindre parce que on utilise des LED. Donc ça, les LED c'est le prétexte à tout, parce que ça consomme moins d'énergie, mais au final la lumière peut être bien plus agressive et on en met partout. Et puis surtout on nous avance des arguments de sécurité, alors qu'en fait il y a plein d'études qui montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre extinction des éclairages et sécurité. Il y a une corrélation entre sentiment d'insécurité et nuit, mais c'est tout. Et une autre attente qui nous a été signalée, alors c'est un projet, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, la verrerie du Polygone, elle est en train d'être refaite et ils ont prévu de faire un éclairage de cette verrerie. Donc là, on est en train d'essayer de faire en sorte que ça ne se fasse pas, ou en tout cas très ponctuellement pour le 14 juillet, mais pas tous les soirs, quoi, parce que là, c'est vraiment l'enfer. Voilà. Et sinon, on valorise aussi donc, les communes qui éteignent en cœur de nuit. On n'en valorise pas beaucoup, parce qu'en fait, on ne va pas valoriser toutes celles qui éteignent, on valorise celles qui éteignent suffisamment longtemps. Parce qu'en fait, vous, naturalistes, vous savez mieux que moi qu'il y a beaucoup d'espèces qui vont être crépusculaires. Donc, en fait, les communes qui vont éteindre à 1h du matin et rallumer à 4h, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en termes de biodiversité. Donc, nous, le parti pris, c'est de dire on valorise seulement celles qui éteignent au plus tard à minuit. Voilà. Donc là, vous avez la commune de Montpérou, c'est minuit 5h. Donc celle-là, on l'a valorisée. Et puis sinon, il y a un des membres de notre groupe qui a pu faire en sorte que sa copro éteigne l'éclairage de la copropriété. Donc voilà, c'est le genre aussi de retour d'expérience qu'on valorise pour inciter un maximum de personnes à faire pareil, quoi. Voilà. Pour les panneaux photovoltaïques, en fait, cet outil nous sert aussi à développer notre plaidoyer à l'échelle nationale, dans le sens où on dit « Ok, les énergies renouvelables, oui, il faut aller vers la transition énergétique, mais il ne faut pas que cette transition énergétique, elle se fasse au détriment de la biodiversité, puisqu'il y a aussi une grosse crise de la biodiversité. Donc, voilà, il faut énergie renouvelable, mais de façon raisonnée. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de montrer avec cet outil,
c'est de dire il y a suffisamment de zones artificialisées sur lesquelles on peut foutre des panneaux photovoltaïques, l'exemple de tous les parkings, des toitures, tout ça. Avec ça, on pourrait largement atteindre les objectifs que la France s'est fixés en termes de transition énergétique. Et à l'inverse, on va mettre en atteinte tout ce qui va être centrale photovoltaïque en espace naturel. Et donc là, on a les cas de Cases-d'Arnes, Grabel dans l'Hérault, Portel des Corbières et Île-sur-Tête. Voilà, c'est ceux qu'on a. Donc il y a des centrales qui sont déjà existantes, et puis on a des projets. Donc là, ça, très clairement, si vous avez vent de projets de panneaux photovoltaïques en espace naturel, allez voir s'il n'est pas déjà signalé sur notre site et signalez-le nous, parce que là, typiquement, ça, c'est des choses pour lesquelles nous, on va mener une action. On va essayer de voir avec nos assos locales si elles sont au courant, qu'on contribue à l'enquête publique, qu'on se positionne et éventuellement qu'on engage des recours contentieux. Voilà, donc ça, c'est vraiment, nous, là-dessus, on pense qu'il y a un vrai enjeu. Donc, n'hésitez pas à nous tenir informés. L'autre thématique qui nous est chère, c'est l'eau et les milieux aquatiques. Donc là, je vous montre quelques exemples d'atteinte. Alors, j'avais mis des liens, mais en fait, je crois que si je clique, vous ne me suivez pas, donc ça ne sert à rien. Voilà. Quelques exemples, bon, vous avez des photos, certaines photos à l'appui. Bon, c'est des trucs que j'ai choisis parce que je les connais plus ou moins. Après, c'est peut-être pas forcément les plus significatifs dans toute la base de données. Là, il y en a il y a peut-être des dossiers plus emblématiques, mais que comme c'est pas forcément moi qui les ai traités, je les avais pas en tête. Ça aussi, c'est un truc qu'il va falloir qu'on s'améliore, c'est valoriser un petit peu mieux les signalements remarquables et ceux pour lesquels on a fait des actions, voilà, ceux qui méritent l'attention. Mais celui du rejet de chlorure ferrique dans le bassin de Thau, je trouvais intéressant parce qu'en fait, c'est une nanette qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle a posté une vidéo en fait sur Facebook et elle nous a tout de suite contacté en fait via Facebook pour nous dire voilà, il y a ce camion là, elle l'a filmé en train de rejeter son chlorure ferrique. Et en fait, il y avait une espèce d'air de lavage, donc c'était censé arriver dans une cuve. Mais en fait, sa vidéo, on voit très bien que ça dégueule, que ça pollue. Donc nous, on a tout de suite alerté tous les services compétents, la commune, je ne sais plus qui était, le service des eaux, je ne sais plus ceux qui gèrent le canal, le bassin de Thau. Voilà. Et en fait, on a mis du temps à avoir des retours et après on a vu a posteriori, donc dans la presse, que la collectivité communiquait en disant que la vidéo était diffamatoire, que pas du tout, tout avait été sous contrôle. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, à la limite, je vais peut-être essayer quand même de vous l'ouvrir parce que nous, en fait, on a la photo de avant-après qu'ils ont occulté dans la presse, si vous voulez. Voilà, donc là, vous avez le canal. Alors là, est-ce que si je clique sur la photo, vous la voyez? Oui. Bon, ça ne la fait pas beaucoup grossir. Donc ça, c'est ce que la personne, elle a pris en photo. Et en fait, dans sa communication, la commune, elle a dit, mais vous voyez bien que c'est impossible qu'il y ait une fuite vu le truc. Et en fait, juste avant, c'était comme ça. Et là, on voit bien le produit qui dégueule du muret, quoi. Donc, nous, on a mis les photos. Et là, c'est ce qui a été mis en place après. Et ça, c'est encore un truc que la commune, elle a communiqué en disant, mais non, pas du tout, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, même s'il y a eu mauvaise foi, c'est suite à un signalement Sentinelle que finalement, vu qu'en plus, ça a fait le buzz, là, c'est non seulement le signalement Sentinelle, mais c'est la nanette qui a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, même si elle s'est fait incendier derrière, nous, on lui a fait un retour en lui disant, bah oui, mais en fait, ça a quand même servi ton action. Parce que la commune, elle est intervenue et voilà. Donc, aire de lavage, je vous disais, ouais, et de remplissage de cuves pour les agriculteurs, en fait, qui étaient non conformes. Donc là, pareil, il y a une mise aux normes qui a été faite derrière. Un curage mécanique illégal de cours d'eau en Lozère où on est allé en justice et on a fait sanctionner. Pollution de cours d'eau par les pesticides dans l'Hérault. Donc là, c'est la photo que vous avez en haut à droite. C'est donc non-respect des zones de non-traitement en milieu aquatique. On voit bien en fait tout ce qui est brûlé. C'est brûlé aux pesticides en fait. Et vous voyez qu'il y a un fossé juste à côté. Ils n'ont pas du tout respecté la bande des 5 mètres obligatoires. Et ça aussi, c'est typiquement le genre de signalement où nous, on part au quart de tour. Donc si vous constatez des trucs comme ça, et vous voyez, c'est quand même assez visuel. Il n'y a pas besoin de... Quand on ne sait pas forcément que c'est brûlé aux pesticides, mais une fois qu'on vous l'a dit, voilà,
Et là, il y a le fossé, il n'y a plus une herbe autour, c'est qu'il y a un souci. Donc, et puis si vous avez un doute, tant pis, envoyez-nous l'info quand même. Voilà. Et après, il y a des actions plus de fond sur notamment là, la cartographie des cours d'eau, donc toujours par rapport aux pesticides en fait. On dit qu'il faut respecter une zone de non-traitement autour des cours d'eau. Et on a donné la compétence aux préfets de définir les cartes de cours d'eau. Et en fait, les préfets du Gard et de l'Aude, ils ont fait c'est super, sous pression des agriculteurs. En fait, ils ont sorti des cartes où il n'y avait plus un cours d'eau. Enfin, plus un cours d'eau. Ils ont vraiment réduit de beaucoup les cours d'eau sur les cartes qu'ils ont sorties en disant au moins comme ça, s'ils ne sont pas sur la carte, on va pouvoir polluer tranquille. Seulement, en retournant, il y a eu pas mal d'allers-retours au niveau réglementaire, tout ça, mais au final, la réglementation disait qu'il fallait que, à partir du moment où c'était sur une carte IGN, c'est le cours d'eau et donc on ne peut pas traiter à côté. Donc en fait, on a obtenu l'annulation des cartes du Gard et de l'Aude et là, c'est en train d'évoluer, quoi. Voilà. Et sinon, donc, les initiatives positives qu'on peut valoriser, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, renaturalisation, reméandrage du Vistre. Hein. C'est la photo que vous avez en bas, oui, parce qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent même quand ils nous ferment le portail. Donc le bruit. Et une restauration écologique d'un étang. Donc voilà. On est preneur d'initiatives positives en lien avec l'eau et les milieux aquatiques aussi. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas. Et j'en ai fait une pour vous. Là, c'est pas mon truc à moi, mais je me suis dit, je parle aux naturalistes, donc je vais quand même vous faire une slide sur les espèces protégées. On a eu des atteintes. Alors là, pour le coup, on n'a pas tellement d'initiatives positives. Désolée. Si vous en avez, pareil, on veut bien. Mais on a eu un signalement de destruction de nids d'hirondelles. On a eu, donc là, tout en bas à droite, c'est terrain pour loisirs motorisés. Je crois que c'était à Pignan, donc sans autorisation en site Natura 2000. On a des projets d'urbanisation qui détruisent des espaces naturels. Donc ça, c'était un projet dans le Gard. Et pour le coup, notre asso local, elle est allée en justice, elle a réussi à faire échouer le projet. Donc plutôt positif. Je ne sais pas si vous aviez suivi l'histoire aussi de la slackline. Je sais pas si le slackline à Navacelle, là, il y avait eu une manifestation sportive envergure mondiale, je crois. Alors, la slackline, j'arrive pas bien à le dire, mais je sais pas si vous voyez, là, c'est la corde, là, qu'on tend, les gens qui font les équilibres là, sur les cordes, là. Donc, il y avait une manifestation sportive à Navacelle. Et en fait, les types, ils ont fait leur demande à la préfecture hyper à la bourre, et la préfecture leur a donné la permission de faire. Et en fait, ils ont perturbé la reproduction d'aigles, je crois. Et donc, il y a un petit aiglon qui est mort. Et on a pu prouver que c'était du fait de la manifestation. Donc, nous, en fait, on a pu faire annuler l'arrêté, mais la manifestation avait déjà eu lieu. Donc, si vous voulez, c'est bien parce que ça fait jurisprudence et c'est bien parce qu'on a quand même bien communiqué là-dessus, on a quand même sensibilisé là-dessus. Donc, on espère que ça ne va pas se renouveler. Mais là, c'est un peu ballot parce que c'est a posteriori, quoi. Le petit aigle, il est quand même crevé, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez le parc éolien d'Omelas. C'est le parc éolien le plus meurtrier de France. Donc là, vous avez en bas quelques échantillons d'oiseaux, peut-être même de chauves-souris. Je ne sais pas si les chauves-souris elles sont sur cette image, mais je ne crois pas. Qui déciment les espèces protégées. Et je crois qu'il n'y a pas de dérogation d'espèces protégées. Donc là, on est en contentieux aussi sur ce truc-là. Voilà un petit peu. J'espère que ça répondait à peu près à vos attentes quand vous vous êtes inscrit à cette soirée. Ça fait presque 1 heure, non pas 1 heure parce qu'on a eu quelques problèmes techniques. Ça fait 45 minutes que je parle toute seule. Donc maintenant, c'est à vous. J'espère que vous avez des questions, au moins des réactions. Dites-moi. Je vais juste commencer. À dire. Donc je ferme le... Voilà. Je connaissais pas du tout le projet. Alors, j'avais lu un petit peu justement parce que pour savoir un petit peu de quoi on allait parler, et je trouve ça absolument génial parce que ça fait écho au nombre de fois où je me suis retrouvée sans savoir quoi faire et ou même dans mon quotidien, un projet d'urbanisme juste à côté de chez moi, mais je savais pas trop est-ce qu'il y a eu vraiment une étude. Il y a toutes ces questions qui se posent et ça répond vraiment à un vrai besoin. Donc, pour ce coup-là, j'étais très contente d'avoir appris l'existence du programme. C'est vraiment chouette. Après, ce qui serait vraiment cool, quand je vois justement la photo, c'est plus la photo sur les pesticides justement qui m'interpelle, c'est qu'en fait,
enfin, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est qu'il n'y a pas on n'a pas de compétences où on est rarement capable de savoir si c'est vraiment une atteinte, est-ce que c'est vraiment le cas. Donc voilà. Et donc du coup, l'aspect formation au préalable et, et le fait d'apprendre à détecter en fait que c'est une atteinte, c'est vraiment super intéressant parce que ouais. Typiquement, cette formation-là, là pour le coup, j'enverrai Olivier, mon collègue juriste. On peut vous la proposer si ça vous intéresse. Tu pourras proposer ça au conseil d'administration. C'est quelque chose qu'on peut aussi vous faire une formation sur les zones de non-traitement. Ouais. C'est quelque chose qui peut être envisagé. Ouais. Mais je suis pour le fait de former le plus possible parce que ça permet de former d'autres personnes derrière. Donc, j'en prends bonne note. Et le chat, si vous voyez que je ne remets pas la chose sur le tapis, n'hésitez pas à m'interpeller pour que je le fasse. Mais en tout cas, ouais, moi, j'en suis très, très ravie. J'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir présenté ça. Ça répond aussi à beaucoup de questions sur voilà, savoir comment procéder, savoir qui est compétent pour faire telle chose. Donc après, j'ai pas encore l'habitude de procéder à ces signalements, même si je suis quelqu'un d'assez connecté. Je pense qu'il y a des initiatives qui sont assez similaires dans le milieu de la rando que je pratique, donc avec tout ce qui est le réseau Suricat. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à Suricat, ouais. Faut que je m'y mette aussi. Et puis, voilà, je garantis pas d'être très assidu, mais si genre, je constate, même dans des zones très, très rurales, des fois, des choses hallucinantes. Bon, après, en Lozère, c'est normal s'il n'y a personne. Mais... Puis peut-être qu'en Lozère, oui, effectivement, il y a moins de monde. Et puis juste peut-être qu'ils savent, ils connaissent justement, comme il n'y a pas grand monde, ils doivent connaître. Et je pense que notre asso locale, elle a peut-être les signalements en direct. Les gens ne vont pas utiliser notre outil, en fait. Quand ils ont des soucis, ils vont solliciter la LEP Puis s'il y je a pense besoin, que quoi. dans le cas de la Lozère, c'est un département, on va dire, un peu plus préservé, où les gens ont plus Oui, naturellement déjà. cette conscience. C'est pas, on va dire, des urbains, enfin des nouveaux immigrants dans le Languedoc-Roussillon. Enfin, parce que je viens moi-même de région parisienne, hein, mais qui, voilà, qui pervertissent un peu le. Enfin, après, il y a des locaux aussi, hein, il y a pas forcément. Bah, le curage, je vous ai donné un exemple quand même d'atteinte. J'ai trouvé une atteinte en Lozère. Hein. Voilà, le curage illégal, curage mécanique d'un cours d'eau de façon illégale, ça c'était en Lozère, hein, par exemple. Ouais, moi, Ça aussi, c'est aussi le truc des mecs bourrins qui s'en foutent de la réglementation environnementale. Il y a ça aussi. Hein. Des souvenirs de sortie de BTS gestion et protection de la nature, là, c'est ma formation initiale. On faisait à la base des sorties botaniques sur la Gardiole, et puis à un moment donné, on avait annulé la sortie, on est retourné au camion chercher des sacs poubelles et des gants, et puis, on a trouvé un camion benne, et puis ça a fini comme ça. Mais Alors ça c'était... aussi, si vous organisez des chantiers de nettoyage avec le Gnome ou par ailleurs, c'est des choses qu'on valorise parmi nos initiatives favorables aussi. Ouais. Après, il y a quelque chose d'assez insolite que je pourrais partager. Vous verrez le lien après. Je fais un jeu qui s'appelle le géocaching. Donc certains connaissent, c'est un jeu qui fonctionne avec un GPS qui permet de rechercher des objets en pleine nature ou en ville. Et c'est aussi une communauté de membres assez actifs. Et de temps en temps dans l'année, une ou deux fois, il y a des événements qui sont organisés qui s'appellent CITO, Cash In, Trash Out, où en fait on se retrouve, bon, à la fois pour prendre un apéro après, mais on se retrouve pour faire une heure d'action, on va dire, soit de ramassage de déchets, on a fait des plantations de blé sur une parcelle. Donc il pourrait y avoir, pourquoi pas, une communication entre les géocacheurs et puis le réseau Sentinelle. Hein, mais... Donc, Ben écoute, avec plaisir. Hein. Faut venir vers nous là, ou inversement d'ailleurs, tu me diras, mais ouais. je note. Donc voilà, bah après voilà, c'est en général c'est 2 fois par an et puis c'est un groupe d'une trentaine ou d'une cinquantaine d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui se fait à un endroit du département, mais il y aurait tellement à faire aussi.
ce qui décourage aussi, je pense, dans le traitement des déchets, c'est de savoir où recycler tel composant. Et ça, je pense qu'il faudrait remettre en cause de manière globale la gestion des déchets en France. Pourquoi est-ce qu'il y a ces décharges sauvages? C'est que en fait, il y a trop de contraintes par rapport à la dépose, peut-être en déchetterie légale. Alors oui, effectivement, tu fais bien de le dire. Donc, bon, alors il y a déjà un problème, c'est la surproduction, la surconsommation, la croissance. Donc un peu de sobriété, déjà, ça ferait moins de déchets. Première chose. Ensuite, effectivement, en termes de gestion des déchets, il y a ce qu'on appelle les plans. Alors au départ, c'était les plans d'élimination des déchets qui étaient portés par les départements. Après, ça est devenu les plans de prévention, de gestion des déchets, je crois. Ils ont quand même inclus le terme prévention dans tout ce qui était planification de gestion des déchets. Et là, depuis quelques années, c'est passé à la région. Donc, c'est le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Et donc, la région, maintenant, elle a la compétence pour tous les déchets, BTP compris. Et en fait, donc ça, c'est une planification de la gestion des déchets. Et finalement, il y a très peu de choses dans ces outils-là qui programme en fait tout ce qui est politique publique, qui dit ce qui fait quoi et où l'argent va, il y a très peu de choses sur les décharges sauvages. C'est un peu le grand oublié, quoi. Donc déjà, ça, c'est un problème. Mais par contre, il y a la loi anti-gaspillage et loi de l'économie circulaire là, qui a été adoptée il n'y a pas très longtemps, qui prévoit ça, en fait, ce que tu dis là, de revoir un petit peu au niveau des déchetteries. Donc, il y a le décret d'application, je crois, qui est attendu pour... le projet, c'est de à nouveau rendre comment dire, gratuite le dépôt en déchetterie pour les professionnels, parce qu'en fait, c'est ça, c'est énormément de dépôts de professionnels du monde du TP pour éviter d'avoir à payer. Pour éviter d'avoir à payer. Bon, après, je ne sais pas si ça va résoudre tous les problèmes parce que à partir du moment où tu emmènes en déchetterie, il y a une traçabilité. Donc, dans les TP, il y a aussi énormément de marché noir. Enfin, et du coup, tu veux pas non plus de traçabilité, quoi. Donc, je sais pas si ça va résoudre, mais c'est une partie de la réponse. Il faudrait trouver le juste milieu parce qu'effectivement, des taxes trop élevées, ça incite à des dérives illégales. La gratuité, je pense que ça inciterait à une surproduction de déchets par facilité. Mais je pense que c'est ça, ça doit être gratuit sous conditions comme, enfin voilà, comme pour les particuliers, en fait, c'est tant de mètres cubes sur une période, quoi. Mais bon, je sais pas, je crois que le décret, il est en cours, donc j'ai pas les infos, mais Ouais, je suis voilà. d'accord sur le principe de sobriété, hein. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et puis, il faudrait remodeler un petit peu toutes les corporations pour voilà, que chaque corps de métier ne produise le moins possible de résidus. Bon, il y a du boulot. Il y a du taf, ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai vu qu'il y a Caroline qui a posé une question sur le chat. Est-il prévu d'étendre le projet aux autres régions? Alors oui, très clairement, c'est un gros enjeu pour notre Fédé nationale parce que c'est pas très compréhensible en fait que ce soit pas ouvert partout. Mais comme je vous dis, en fait, c'est pas non plus possible. Le national, il peut pas dire j'ouvre partout parce qu'en fait, vous l'avez vu, je vous dis, c'est pas que du science participative, ça demande quand même un gros boulot derrière de traitement des atteintes. Donc, il faut que les fédés derrière, elles veulent bien le faire. Et donc, ça fait partie du boulot d'un ou deux salariés, un ou deux bénévoles à l'échelle nationale, c'est d'aller démarcher les régions pour leur dire c'est vachement bien, allez, venez jouer avec nous. Donc, c'est carrément en cours. Et je crois qu'au niveau des départements de la métropole, enfin des régions, c'est en stade plus ou moins avancé, mais en tout cas, les négociations sont en cours. La PACA, vous voyez, la région s'est éclairée il y a 2 mois. Hein. Je crois qu'ils ont ouvert le truc en juillet. Parce qu'il y avait une grosse réticence du fait que justement, c'est quand même beaucoup de signalements de dépôt de déchets. En PACA, la gestion des déchets, c'est la mafia, donc ils ont peur aussi des représailles. Enfin, faut se rendre compte aussi que quand on fait ce genre de truc-là, on s'expose politiquement, quoi. Donc, il faut que ce soit une décision qui soit prise en ayant bien réfléchi.
Voilà, donc je crois qu'il manque quoi, Nouvelle-Aquitaine et c'est en cours. Voilà, je sais qu'il y a la Guyane aussi qui a décidé de se lancer, puisque donc FNE, c'est aussi les départements, les territoires d'outre-mer. Donc la Guyane, elle va aussi se lancer. Donc voilà, c'est normalement, je pense que d'ici de la fin de l'année 2021, on aura tout le territoire métropolitain en rouge et la Guyane. Alors, les personnes qui vérifient les alertes, comment on les choisit? Elles font partie d'une équipe, ce sont aussi des sentinelles. En fait, nous, quand on s'est lancé dans le truc, donc c'est le bureau et le CA de l'association, donc ce sont déjà les élus de FNE Languedoc-Roussillon qui ont décidé de qui. Et mon collègue aussi, Olivier, juriste, qui disent en fait, voilà, nous, il nous fallait au moins un représentant pour chaque département et on voudrait que ça couvre à peu près toutes les thématiques. Et en fait, on connaît notre réseau, on connaît nos bénévoles, on s'est dit, ben là, il nous faut machin, il nous faut machin, il nous faut machin, il nous faut machin. Donc en fait, on a fait une liste de 35 personnes. On leur a dit, est-ce que ça vous dit? On leur a vendu le projet, quoi, et au final, il y en a une quinzaine, une vingtaine qui ont dit OK, quoi. Donc, c'est plutôt positif. Et là, récemment, en fait, on s'est rendu compte que, j'ai mis une vingtaine, je crois, sur le diapo. En fait, c'est plutôt une quinzaine. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était souvent les 7-8 même. Mais finalement, c'est aussi positif de se dire que tous les mois, une matinée par mois, au téléphone, ils se cognent, je ne sais pas combien d'alertes, une trentaine d'alertes à peu près par comité de pilotage, sur tout un tas de thèmes, sur tout un tas de départements. Donc en plus, ce n'est pas forcément la thématique qui les intéresse ou les départements qui les intéressent, mais il y a toujours, allez, on va dire plutôt 5-6 qui sont là tous les mois, quoi. Donc c'est plutôt positif. Mais on a quand même fait un sondage auprès de nos membres du comité de pilotage pour savoir ceux qui ne participent pas, pourquoi, et ceux qui participent, pourquoi en fait. Parce que c'est aussi, et en fait, ils y trouvent beaucoup de sens parce que ça les intéresse de voir la diversité des atteintes qu'il y a sur le territoire, comment est-ce qu'on peut les gérer, parce que aussi eux, de savoir comment nous on le gère, si eux ils ont leur petit asso local, se dire moi quand je serai confrontée au problème, je sais, voilà. Ça permet de monter en compétences, de donner du sens au projet de l'association, donc tout le monde s'y retrouve finalement. Et pour nous, en tant que salariés, avec Olivier, c'est hyper important que ce soit pas juste... nous, on ne pourrait pas, en fait. On ne pourrait pas porter le projet tout seul. Donc voilà, mais c'est effectivement, ce sont des gens qui sont triés sur le volet. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que pour pouvoir entrer, il faut... en fait, c'est du cooptage, en fait. En gros, il faut qu'on connaisse déjà la personne. Moi, tu vas me dire, moi, ça m'intéresse. Je vais pas on va pas te faire OK, vas-y, rentre dans le comité de pilotage. On va voir, tu vas me dire, moi, je suis machin, ça m'intéresse. Donc, moi, je vais demander aux autres membres du comité de pilotage, est-ce que vous connaissez machin? Est-ce que vous pensez qu'il est fiable? Si personne ne le connaît, mais qui veut quand même rentrer dedans, il y a l'un des membres du comité de pilotage qui va l'appeler pour savoir d'où il sort, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi, machin. Et voilà, c'est pas les francs-maçons, mais en tout cas, faut être recommandé. Voilà, bon, c'était pas hyper technique, hein. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'était ça que vous attendiez, mais en tout cas, je vous ai présenté l'outil, comment ça fonctionne. Et je vous ai donc invité, vous l'avez entendu, une bonne invitation à participer. Et puis, si vous téléchargez l'appli et que vous êtes content, mettez-nous des bonnes notes, ça fasse remonter la moyenne. Remonter la moyenne, ouais. Ouais, on n'est pas bon là. Bon, Languedoc-Roussillon, vous avez compris, c'est le moment de remonter la moyenne nationale. Il faut se mobiliser. Ok. Merci en tout cas de m'avoir proposé ça. Moi, j'en suis ravie. J'ai appris plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont appris. Et c'était clair, très clair, largement assez clair pour qu'on puisse propager nous aussi l'information et la redire. Donc ça, c'est top. Et super. Et puis voilà, je vais faire un petit montage vidéo de tout ça, puis on mettra ça sûrement sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas pu le voir ce soir. D'accord, bon courage pour le montage vidéo. Oui, oui, bien sûr, on verra. Bon, merci tout le monde. Bonne soirée alors. Ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde.